On poursuit ces propriétés sur les intégrales de fonctions continues par morceaux sur des intervalles quelconques dans le cas où elles sont convergentes, avec la formule de changement de variable sur un intervalle quelconque. Alors l'énoncé, comme on l'avait déjà vu pour les fonctions continues par morceaux sur un segment, est un peu différent de celui de première année sur les fonctions continues sur un segment, puisqu'on a une hypothèse de stricte monotonie du changement de variable. Alors, l'énoncé est le suivant, je prends I et J, deux intervalles de R, et phi une fonction de classe C1, strictement croissante, bijective de grand J dans grand I. Je prends F, une fonction continue par morceau sur I. Alors j'ai deux intégrales, qui est l'intégrale sur J de F de phi de T phi prime de T dt, et l'intégrale sur I de F de U du. Ces deux intégrales sont de même nature, c'est-à-dire que si l'une est convergente, l'autre est convergente, si l'une est divergente, l'autre est divergente, et sous réserve de convergence, ces intégrales sont égales. Alors, on va démontrer cette formule de changement de variable. Comme toujours, on va procéder, puisque l'intervalle I est quelconque, on va procéder selon si l'intervalle est fermé, semi-ouvert ou ouvert complètement. Si l'intervalle est fermé, donc si j'ai une intégrale de fonction continue par morceau sur un segment, bah ça a été vu au grand 1, et on avait vu déjà que la stricte monotonie de phi était importante pour la subdivision, que la subdivision reste triée dans le même ordre, et qu'on n'ait pas de problème. Maintenant, on va voir qu'ici, ce sera important aussi au niveau des intégrales partielles. Donc, si je prends le cas de I, un intervalle semi-ouvert, ouvert en B. Donc, j'appelle alpha phi-1 de A et bêta, qui sera en gros phi-1 de B, sauf que phi-1 n'est pas défini sur B, phi-1 est défini sur AB, ouvert en B, donc bêta, ce sera la limite en B- de phi-1. Donc, l'intervalle J, comme phi et donc phi-1 sont strictement croissantes par terme de bijection, J, c'est l'intervalle alpha-bêta. Donc, J, c'est phi-1 de I, qui vaut phi-1 de A, la limite de phi-1 de T quand T est envers B-, par le théorème de bijection et la stricte croissance de phi-1. Et donc, par théorème de changement de variable pour des intégrales de fonctions continues par morceau sur un segment, si x est entre AB, l'intégrale partielle sur le segment AX de f de U du, ça vaut l'intégrale de entre phi-1 de A et phi-1 de x de f de phi de T, phi prime de T dt. Mais si l'intégrale sur J est convergente, ça veut dire que quand x tend vers b-, phi-1 de x va tendre vers la limite de phi-1 en b-, qui est bêta. Et donc, comme j'ai ici une intégrale partielle d'une intégrale convergente, cette quantité-là va tendre vers l'intégrale. Ce qui veut dire que l'intégrale partielle possède une limite. Et donc, j'obtiens que l'intégrale entre l'intégrale sur I de f de U du converge, et que la limite quand x tend vers b-, l'intégrale entre a et b de f de U du, c'est la limite quand x tend vers b- de l'intégrale entre alpha et phi-1 de x f de phi de t phi prime de t dt, qui vaut l'intégrale entre alpha et bêta de f de phi de t phi prime de t dt. Ce qui donne bien que l'intégrale entre a et b de f de U du vaut l'intégrale entre alpha et cette limite-là en b-, c'est-à-dire bêta de f de phi de t phi prime de t dt. De même, réciproquement, là j'ai justifié que si j'en avais une intégrale qui convergeait, l'autre convergeait. Si je prends une intégrale partielle pour l'intégrale entre alpha et y de f de phi de t phi prime de t dt, par formule de changement de variable pour des fonctions continues par morceau sur un segment, ça donne l'intégrale entre a et phi de y de f de U du. Et je cherche la limite quand y tend vers bêta-. Sauf que quand y tend vers bêta-, phi de y va tendre vers b. Et comme ici j'ai une intégrale qui est convergente, si je suppose que l'intégrale entre a et b de f de U du converge, alors cette quantité-là, cette intégrale partielle ici aura une limite quand y tend vers bêta. Donc l'intégrale partielle ici aura une limite quand y tend vers bêta, ce qui veut dire que l'intégrale entre alpha et bêta de f de phi de t phi prime de t dt converge, et en plus qu'on aura égalité en passant à la limite. Ensuite, évidemment ce que j'ai fait sur un intervalle semi-ouvert, ouvert en A reste valable sur ouvert en B reste valable sur un intervalle semi-ouvert, mais ouvert à gauche en A. Et si j'ai I un intervalle ouvert, je prends C une borne au milieu, que j'appelle gamma égale phi moins 1 de C. Comme phi est C1 strictement croissante de alpha, bêta dans AB, phi va être C1 strictement croissante, bijective de alpha, gamma dans AC. Donc par le premier cas, l'intégrale entre alpha et gamma de f de phi de t phi prime de t dt et l'intégrale entre a et c de f de U du en même nature et sous réserve de convergence sont égales. De même, l'intégrale entre alpha et bêta de f de phi de t phi prime de t dt et l'intégrale entre c et b de f de U du en même nature et sous réserve de convergence sont égales. Et les intégrales sur l'intervalle alpha-bêta, cette convergence étant équivalente à la convergence de ces deux-là, et l'intégrale entre a et b de f de U du, la convergence de cette intégrale étant équivalente à la convergence de ces deux-là, ces deux intégrales-là
sont de même nature et sous réserve de convergence, elles sont égales, ce qui termine la démonstration dans le cas d'un intervalle ouvert. Alors la question se pose, que se passe-t-il si j'ai un changement de variable phi qui va de j dans i et qui est C1 strictement décroissant? Alors la réponse c'est que l'énoncé et la démonstration s'adaptent, mais il faut faire attention à l'ordre des bornes et que la cohérence va être assurée par la convention du fait que l'intégrale entre a et b de f de t dt vaille moins l'intégrale entre b et a de f de t dt. Il faudrait reprendre toutes les démonstrations depuis le début, y compris pour les intégrales de fonctions continues par morceaux sur des segments, en disant que si j'ai un changement de variable strictement décroissant, ma subdivision où les termes sont tous bien ordonnés va être transformée en une subdivision par phi ou par phi moins 1, où ils seront tous ordonnés dans l'autre sens. Mais ce qui ne va pas être gênant, parce qu'on va quand même avoir, ils seront tous quand même bien ordonnés, même s'ils sont dans l'ordre décroissant. Et donc, avec les intégrales partielles, on s'en sortirait, on fera une démonstration complètement analogue. Mais il y a quelque chose qui change. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si J, c'est l'intervalle alpha-bêta, ouvert ou fermé, c'est pour ça que je mets des bornes comme ça qui sont à la fois ouvertes ou fermées, et que phi est C1 strictement décroissante bijective de J dans I égale AB, ce qu'il faut bien voir, c'est que si phi est strictement décroissante, la valeur phi de x en alpha va correspondre à ce qui se passe en B. D'ailleurs, si l'intervalle était fermé en alpha, il serait fermé en B. Et s'il est ouvert en alpha, il est ouvert en B. Et phi en bêta, phi de x en bêta, elle tend vers A. Donc le comportement de phi en alpha a à voir avec ce qui se passe en B, et le comportement de phi en bêta a à voir avec ce qui se passe en A. Et on obtient en fait que les intégrales entre alpha et bêta de f de phi de t, phi prime de t, dt, et l'intégrale entre la limite de phi en alpha plus et la limite de phi en bêta moins entre b et a de f de u du ont même nature et sous réserve de convergence sont égales. Sauf qu'il faut faire attention que là les bornes sont bien ordonnées, alpha bêta, et là elles sont mal ordonnées entre b et a. Donc dans ce cas-là les bornes sont bien ordonnées et là elles ne le sont pas. Est-ce que c'est incohérent? Réponse non. Pourquoi? Parce que comme phi est strictement décroissant, ce terme en phi prime de t qui apparaît ici, comme phi était C1 strictement décroissante, phi prime sera négatif sur j. Donc le problème de mauvais ordre des bornes, si je veux rétablir les bornes dans l'autre sens, je vais mettre un moins. Et là je vois que moins f de u du ou f de phi de t, phi prime de t dt auront le même signe. Donc il n'y aura pas d'incohérence si la borne du bas, je la fais correspondre à la borne du bas, quand bien même ce serait la borne gauche qui correspond à la borne droite, et la borne du haut de mon intégrale, en tant que borne haute de mon intégrale, je vais la mettre avec la borne haute, quand bien même ma borne droite se changerait en borne gauche. Et là, on n'aura pas de problème de signe. Donc en fait, la formule qui serait correcte, c'est qu'on aurait que l'intégrale entre alpha et bêta de f de phi de t module ou valeur absolue de phi prime de t dt, comme celle-là est négative, ce serait moins l'intégrale, comme la valeur absolue de phi prime de t, ce serait moins phi prime de t, puisque phi prime de t dt, phi prime de t est négatif, et ce qui ferait moins l'intégrale entre b et a de f de u du, ce qui ferait l'intégrale entre a et b de f de u du. Donc en fait, si je veux mettre des intégrales sur des intervalles où je suppose que la borne gauche est plus petite que la borne droite, la bonne formule de changement de variable pour des changements de variable strictement décroissants, ce serait l'intégrale sur j de f de phi de t, valeur absolue de phi prime de t dt, égale l'intégrale sur i de f de u du sous réserve de convergence.